fait, ses œuvres, et aussi la présentation d'une de ses œuvres connues, donc la mitrailleuse, et plus l'évolution de l'objet à travers le temps. Donc on va commencer par une petite introduction. En général, quand on demande aux gens de citer quelqu'un de la Renaissance, on nous parle souvent de Léonard de Vinci, car souvent quand on leur demande quelque chose de connu de lui, on nous demande souvent, on nous répond souvent la Joconde, ce qui est vrai. Mais Léonard de Vinci n'était pas que ça. Il était aussi inventeur, et ses inventions sont assez... il a beaucoup dessiné et beaucoup de ses inventions ne marchent pas. Mais beaucoup de ses dessins ont donné lieu à de vraies inventions par la suite qui marchent effectivement. Je profite de cette petite interlude pour faire une petite parenthèse sur le fait que on parle souvent de Léonard de Vinci, mais beaucoup d'autres artistes de la Renaissance ne sont pas autant célébrés, et c'est dommage. Exemple Camille Saint-Saëns, Molière, Racine, Corneille, il y en a plein malheureusement qui devraient être un peu plus célébrés, mais ce qui nous intéresse pour le moment c'est Léonard de Vinci. Alors Léonard de Vinci, c'était première partie, avant de commencer ce sera une biographie. Donc la première partie, on passera sur une biographie de Léonard de Vinci. La deuxième, ce sera une présentation de sa mitraillette, et la troisième partie, ce sera l'évolution de l'objet. Alors Léonard de Vinci est né à Vinci le 15 avril 1452 et mort à Amboise le 2 mai 1519. Donc il est né à Vinci. Cet homme c'était un artiste de Florence, c'était un artiste de Florence. Il a été apprenti d'un autre artiste de Florence dont malheureusement je ne connais plus le nom, mais qui était assez connu à l'époque. Et en fait il va rester un moment à Florence pour se développer. Il va commencer à avoir une petite réputation et il va se faire... moi c'est mes sources, après c'est peut-être pas vrai, moi mes sources me le disent. Il va se faire... le roi de Rome, donc Rodrigo Borgia, va le faire convoquer à Rome et va le payer comme ingénieur pour ses inventions. C'est parce que ses inventions sont assez surprenantes. Il en a fait une soixantaine en tout. La plupart ne marchent pas, malheureusement. Mais elles ont donné à beaucoup elles ont beaucoup donné suite par la suite. Donc ça va, par exemple, il a inventé la mitraillette, une sorte de baliste, des prototypes de voitures, une aile tournante, un parachute, un sous-marin, un scaphandre, un tank. Il a vraiment une bicyclette. Il a vraiment beaucoup inventé, cet homme, et malheureusement peu de gens, c'est moins connu que de la Joconde malheureusement. Mais il a été énormément célébré, cet homme, justement parce que à cette époque il invente des objets en fait qui ne pouvaient pas être utilisés à l'époque, car les seules sources d'énergie qui étaient disponibles pour l'époque c'était la force musculaire. Donc l'électricité par exemple n'existait pas, donc pour les tanks, tout ça, ça va être un peu compliqué. C'est l'exemple, l'exemple le plus frappant d'inventions qui ne servaient pas pour l'époque, c'était le parachute. Car à l'époque, les hélicoptères, les avions, ça n'existait pas. La seule force musculaire était disponible, les véhicules n'existaient pas, c'était charrette, force musculaire animale ou homme. Donc c'était vraiment très peu. C'était très révolutionnaire pour le coup. 600 ans plus tard, on arrive encore à trouver des choses. La plupart de ses inventions ont donné des suites. Et donc il a donc c'est pour ça qu'il est assez connu aussi. Mais il va se faire peu payer par contre par le roi de Rome pour ce qu'il fait. Il va souvent s'en plaindre. Il a vécu quand même assez longtemps, 50 ans environ, un peu plus, une soixantaine d'années. Il a eu énormément d'apprentis. Malheureusement, peu sont connus. Ses inventions
l'image est floue, je n'ai pas trouvé d'image moins floue, je pense qu'il y en a mais j'ai pas non plus, enfin voilà. C'est une arme, non je vais la présenter après en fait, mais je vais plutôt d'abord parler de la bête à 3 cornes pour la présenter. Donc le roi de Rome, donc j'ai vérifié, c'est le roi de Rome qui lui avait commandé, et elle avait plutôt une bonne cadence en soi, et son objectif était de décimer les rangs ennemis en un tir, pour le coup c'était plusieurs, on verra par la suite avec le croquis SketchUp, mais on verra que c'était pas tout forcément un tir, et donc ça aboutit à une mitrailleuse. Alors là du coup je vais devoir quitter le diapo et présenter le croquis SketchUp. Donc voilà, donc cette arme, la mitrailleuse fait extrêmement penser à une autre arme utilisée par les rois espagnols. Elle se transporte déjà par attelage avec un cheval. Je ne sais pas trop par où elle peut s'allumer. Je pense que c'est par ce petit endroit là. Je pense qu'il y avait une mèche à cet endroit. Il n'y a pas trop d'écrit pour dire comment elle fonctionne. En tout cas, moi j'en ai pas trouvé. Donc en rouge, c'est tout ce qui sert pour la mobilité. Donc les roues. Et en vert, donc je sais que c'est un peu mal mis du coup pour les roues. Mais en fait, c'est pour présenter qu'il fallait un assez bon écartement pour tous les canons. Et en fait, le problème de cette arme est que, le problème, mais en même temps c'est le problème de toutes les armes pour l'époque, c'est que il faut recharger chaque canon un par un, et c'est assez long et compliqué de faire ça. Mais cette arme, si elle va être un peu améliorée dans le futur quelques années après, et elle va vraiment donner suite, et elle va vraiment fonctionner, être assez meurtrière par l'armée espagnole notamment, qui s'appelle la mitrailleuse biscayenne. Je sais pas si ça se prononce tout à fait comme ça, ou s'il faut le prononcer avec un accent. Donc voilà, c'est une arme, on voit qu'il manque quand même des choses, mais pour le coup c'est un assez bon prototype de ce qui va se faire plus tard. Donc on va repasser sur le diapo. Voilà. Alors donc comme je le disais, au 5e siècle il va y avoir plein de prototypes, plusieurs prototypes de mitrailleuses. Et là, bon, c'est pas la mitrailleuse biscayenne parce qu'il n'y a pas de photo pour le coup, mais elle ressemble à peu près à celle que je viens de montrer sur SketchUp. Mais donc là, le gros canon là qu'on voit sur l'image, c'est la boîte à balles, si je me trompe pas de nom. Donc en fait, qui est une sorte si je peux la comparer à une arme moderne, c'est une sorte de canon avec un obus. On voit clairement sur le côté la photo de l'obus avec plein de petites billes à l'intérieur, enfin de balles. Et donc c'est une arme qui va être utilisée pendant la Révolution française. Et cette arme est assez meurtrière parce que c'est comme une chevrotine en fait. Ensuite, on passe sur l'évolution de l'objet. Alors la première arme vraiment, le premier vraiment brevet déposé, ça va être en 1718 par James Punkle, avec un canon de défense avec une pièce d'environ de 3 cm de long et d'1 mètre en poids par barillet, pré-chargé à 11 chambres et tire 63 coups en 7 minutes. Alors, à savoir que c'est assez impressionnant pour l'époque, mais par la suite on va voir que c'est vraiment très peu. Et ce prototype va vite être remplacé en fait. Il va être très très vite remplacé, ça c'est pas super, et malheureusement j'ai pas trouvé de photo. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais c'est quand même plus rapide qu'un mousquet et la recharge est clairement moins problématique. Donc le mousquet c'est un fusil pour fantassin. Mais là c'est pour détruire, destiné à offrir aux bâtiments de guerre un moyen de lutte contre les abordages, donc notamment dans les bateaux. Et l'arme n'est cependant jamais réellement déployée ni même employée. C'est pour ça qu'il y a très peu de témoignages. Il y a juste eu un brevet en fait et quelques prototypes. Pour en revenir à la mitrailleuse de Léonard de Vinci, ce que j'avais oublié de le dire, elle ne fonctionne certainement pas. Enfin, elle n'a jamais été développée, sûrement par souci de moyens techniques. Mais avec quelques modifications, elle peut fonctionner sans trop de problèmes. Mais elle est quand même assez fastidieuse parce que ça prend quand même du temps à recharger. Donc ça c'était les premières mitrailleuses. On va faire un petit bond dans le temps d'un siècle encore.
on va passer en 1865, en 1862. Donc c'est Richard Jordan Gatling qui a développé donc la Gatling, une arme américaine. Donc pareil, sur roue déplaçable avec un attelage. De 6 à 10 canons rotatifs. Alors c'est une arme assez meurtrière pour le coup, qui est vraiment révolutionnaire pour l'époque, parce que une arme qui tire autant de... Enfin, qui tire extrêmement longtemps, qui chauffe difficilement, parce que ça c'était aussi un problème. Parce que si l'arme chauffe trop, en fait, au bout d'un moment, elle arrête complètement de fonctionner et elle fume. C'est... J'ai pas de réel exemple là qui me viennent en tête pour comparer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le problème de cette arme, même si elle est très très meurtrière, comme on le voit sur la photo, c'est qu'il y a une petite manivelle. Et donc ça demande encore de la force musculaire et c'est très compliqué, enfin, c'est assez lourd, mais c'est quand même assez meurtrière parce que c'est quand même d'assez grosses cartouches qui sont tirées. Et en 1865, elle est achetée par l'US Army. Donc c'est une arme américaine, mais même si on peut lui trouver plein de défauts, elle est quand même assez révolutionnaire pour l'époque. Donc ensuite on va quand même faire un assez gros bond, parce qu'on va faire un petit bond de on va dire 50 ans. Donc là on va parler de la MG08. Alors là, à partir de maintenant, je vais beaucoup plus lire, parce que ça va être il va y avoir beaucoup de termes techniques qui vont être utilisés et j'aurais pas pu les retenir. Mais en fait, donc cette arme, la MG08, c'est une arme allemande. Enfin, et son développeur, donc on voit la photo du créateur, son créateur est américain, mais c'est une arme allemande. Et bien, en fait, elle a été utilisée par à peu près tout le monde, les Russes, les Japonais, par les Zoulous, en Afrique du Sud contre les Zoulous, ça a été par les Américains, les Allemands. Donc c'est une arme très très utilisée, qui est très très meurtrière pour l'époque. C'est une arme emblématique de la Grande Guerre, donc 1914-1918. C'est une des armes les plus célèbres des Maxim. Alors Maxim, petite présentation très rapide. C'était, son frère a créé d'autres mitrailleuses, et lui donc il a créé cette grosse mitrailleuse lourde, donc sur pied. Pour le moment, nous parlons de mitrailleuses déplaçables difficilement. Mais là déjà, on voit déjà que ce sont des armes. On passe de choses sur charrette avec des roues à transporter par attelage, par un petit truc qui est transportable par camion ou par voiture. Malheureusement, cette arme, Maxime, il est pas très connu malheureusement, parce qu'il a développé le premier silencieux, donc pour réduire le bruit des armes. Donc c'est une de ses inventions les plus connues, mais ça reste quand même, sa mitrailleuse reste quand même la plus connue. Sa puissance de feu est quand même assez considérable pour l'époque, et permis de stopper de nombreux charges d'assaillants pendant les guerres. Donc c'est une arme allemande, c'est une mitrailleuse. Elle utilise des munitions de 7,92 mm Mauser. Elle a utilisé pendant 37 ans. Elle a une durée de service pendant 37 ans, ce qui est quand même assez considérable pour l'époque. Elle a une période d'utilisation, c'est 1908, donc je suppose que c'est à partir de là qu'elle a été utilisée. Alors sa durée de service, quand je dis que c'est assez impressionnant, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à l'époque on changeait très rapidement d'armes, et de plus la grosse Bertha, il y avait des armes qui étaient juste en prototype, qui étaient vite utilisées, et puis on voyait que c'était pas ça qui était le mieux, donc on rechangeait très rapidement. Donc ça aurait pu être très bien le cas de cette arme, mais pourtant elle a été gardée. Ses poids et ses dimensions, bon, je vais pas préciser, c'est précisé, si vous voulez lire, vous pouvez stopper la vidéo. Elle a des caractéristiques techniques un peu spécifiques, donc c'est que 500 coups par minute, alors c'est quand même assez impressionnant. Parce que la Gatling fait clairement moins, je crois que c'est 100 coups à la minute ou quelque chose de ce genre. Elle a une capacité ses capacités de munitions, c'est une bande souple ou métallique de 100 à 250 cartouches. Et sa variante, c'est la Type 24 chinoise, donc c'est une arme, c'est une autre arme qui y ressemble un peu, et dans le même type. Donc 500 coups par minute, c'est assez impressionnant. Elle avait quand même des gros problèmes de recul, mais pour l'époque, c'est assez impressionnant. C'est pour ça qu'elle va être beaucoup utilisée. Alors là, on va commencer à rentrer dans les armes un peu plus modernes. La mitrailleuse MG30. Alors, c'est une arme suisse pour le coup, avec qui a été utilisée pareil pendant assez longtemps, 1930-1945, et elle va être utilisée par à peu près tout le monde.
les Autrichiens, les Suisses, les Allemands. Et alors c'est fait par la filiale suisse Rheinmetall, je sais pas si je le prononce bien, sous le nom de, et elle est développée sous le nom de Solothurn S2-200, et ensuite adoptée par l'Autriche sous le nom de MG30S, et par la Hongrie, donc les noms vont changer au fur et à mesure. Donc elle est alimentée par chargeur, et sa portée est de 760 mètres environ, c'est assez impressionnant, encore une fois. Ça fait, ouais, c'est clairement impressionnant. Et elle est développée par Stern Metal Meinischer Punch. Enfin, elle fut fabriquée par eux. Et Rheinmetall, en fait, c'est le début des armes fabriquées par entreprises privées. Mais en fait, les armes développées par entreprises privées vont être, enfin, c'est quand même sous contrôle de l'État, des États sous lesquels ils sont responsables. La Suisse n'a pas une grande histoire dans l'armement par rapport à l'Allemagne, qui en a une plus grosse, clairement, d'histoire. Et il y a énormément de... Enfin, cette arme va être quand même assez longuement utilisée. Et là, pareil, ça c'est le gros problème des armes de l'époque, mais encore maintenant, c'est le problème de recul, mais bon. Et aussi de chauffer, donc ça c'est un autre problème technique. Elle utilise des munitions de 8 x 56 mm R, de 30S/31M/34 AM, des 7,92 x 57 mm et des 7 x 57 mm Hauser. C'était aussi pour ça qu'elle a été utilisée, parce qu'elle pouvait être utilisée par beaucoup de munitions. Et ça c'était assez appréciable pour l'époque, ça permettait de faire beaucoup d'économies. Et ça c'était quand même... bon, la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même de gros problèmes d'économie, notamment par l'armée russe. Je n'évoquerai pas les... Enfin, si, le fusil pour deux, qui a un emblème assez impressionnant. Alors, elle pèse... bon, pareil, elle pèse, enfin, le poids, je vais pas en parler. Alors par contre, on voit clairement que ça a clairement augmenté. C'est cadence de tir 600 à 800 coups par minute. C'est assez impressionnant. Pour des chargeurs de capacité de 30 à 25, voire 75 cartouches. Mais une sacrée cadence de tir quand même pour l'époque, pour une petite arme comme ça. Parce que quand on compare, je vais revenir très rapidement sur l'autre diapo. C'est assez impressionnant de voir à quel point on passe d'un truc quand même assez imposant à une petite mitraillette comme ça. Enfin, c'est assez petit. Elle sera quand même utilisée par l'aviation hongroise. Hein. Ça reste quand même une arme assez destructrice. Mais c'est une arme qui est transportable enfin par l'infanterie. Elle est très lourde certes, mais là elle est transportable. Et ça c'est une grosse avancée. Donc là on va commencer à parler des armes françaises. Alors en France c'est très rare que des armes soient développées par une entreprise. En France, en général c'est la France qui développe par elle-même. C'est une arme automatique transformable de modèle 1952, enfin qui a été développée en 1952. Et c'est une arme qui utilise des 7,62 autant de munitions, des 7,5 mm 1929C. Elle remplace en fait, si elle a été créée, c'est surtout aussi par coût technique, car à l'époque l'armée française utilisait beaucoup des armes étrangères et ça coûtait de l'argent de faire venir de l'étranger. Du coup les créateurs faisaient augmenter les prix. C'est un calibre de 7,5 mm modèle 1929, comme je l'ai dit, entre parenthèses ATT 52, ou 7,62 x 51 mm autant ANF1. Donc c'est aussi, c'est généralement ça qui est souvent fait pour les armes de ce type, c'est essayer de les rendre, vu que ça utilise énormément de munitions, comme on peut le voir, 900 coups par minute, c'est assez impressionnant. Avec une portée de 800 mètres. Et en fait, vu que ça mange énormément de munitions, il faut faire en sorte qu'elle soit utilisable par beaucoup de types de munitions. Et donc c'est pareil, je vais pas trop m'étendre sur la longueur totale du canon ou pas. La capacité du chargeur à bande de 50 FM, soit 200 cartouches. Alors là, on va partir sur des armes clairement plus récentes. C'est une arme de 1990, des années 90, je dirais 95 pour être plus précis, parce que j'ai oublié de mettre, il n'y a pas la date. Donc c'est une arme israélienne, elle s'appelle la mitrailleuse légère IMI Negev, et c'est une arme
elle utilise des munitions de 5,56 mm autant. Donc pour être plus précis, des 5,56 x 45 mm autant. C'est une alimentation de bande 150 x 200 cartouches ou chargeur 45 cartouches. 35 cartouches. Excusez-moi. Elle a une cadence de tir théorique, on ne peut pas réellement le calculer parce qu'elle tire assez vite. Entre 850 et 1000 coups par minute. Alors c'est très impressionnant pour le coup. Alors c'est une arme, enfin on va comparer très rapidement avec la précédente. La précédente c'est une arme de char typique. C'est difficilement transportable par l'infanterie. Et là on voit clairement qu'on passe à une arme assez petite, enfin même complètement très petite. Alors sur la photo elle peut paraître grande peut-être, mais dans les faits réels elle est assez petite, elle fait 50 cm grand max, c'est vraiment très petit, c'est assez impressionnant. Et c'est beaucoup de munitions, une bonne cadence, et donc je vais m'étendre un peu sur le IMI et Israël. Israël en fait a sa propre usine d'armement, donc le IMI, donc Investigation Military Industrial, je crois que c'est ça. Ouais, ça va être ça. En fait, c'est une entreprise qui a développé énormément d'armes qu'on attribue souvent aux États-Unis. Je sais pas pourquoi. Exemple Desert Eagle qui a été développé par eux. Mais c'est israélien en réalité. Les armes OTAN, enfin les munitions OTAN sont d'eux. C'est eux qui les ont créées, c'est leur propre cartouche, donc ils les vendent au monde entier pour le coup. Et en fait ils vont faire ils fabriquent énormément d'armes et ils en ont créé énormément et je vais pas pouvoir les citer parce que c'est une des plus grosses industries militaires au monde, avec les États-Unis et certains autres pays. Cette arme elle va être utilisée pas que par Israël, Israël en fait il crée beaucoup d'armes mais ils les revendent beaucoup. Ce qui fait quand même que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont quand même une assez bonne économie actuelle. En fait leurs armes sont ils vont les revendre, ils les revendent en Colombie, il y a la Colombie, la Hongrie qui les utilise, il y a de temps en temps la France qui les utilise mais c'est très rare. Mais il y a énormément de pays qui les utilisent et ce qui fait que le IMI reste une des plus grosses industries militaires au monde. Donc là nous sommes sur la dernière arme à présenter, donc la HK-M900, la HK-MG43, excusez-moi, une mitrailleuse conçue et construite par l'entreprise allemande Erkel et Koch, je sais pas si je le prononce bien, excusez-moi. Donc c'est une mitrailleuse qui a été légalisée en 2005 parce que ils ont dû la refaire parce qu'elle avait été un peu trop puissante pour l'époque. Enfin un peu trop puissante et donc pour l'armée c'était un peu trop puissant. Bon, je sais pas trop comment ça se décide au niveau des armes, si elles peuvent être utilisées ou pas. Et donc on voit clairement en fait je vais repasser sur le... Je vais juste expliquer les munitions, donc c'est des 5,56 x 45 mm autant. Donc maintenant c'est une arme très récente de 2005. Et en fait maintenant les grosses mitrailleuses comme ça c'est souvent toujours les mêmes balles 5,56 x 45 autant. C'est des balles, c'est des bandes de cartouches 100 à 200 coups. Elle a une cadence de tir assez impressionnante, 990 avec plus ou moins, on peut rajouter des fois 65 ou les enlever, coups par minute. Donc Koch, c'est encore une entreprise de création d'armes allemande. Les Allemands ont créé beaucoup d'armes, faut aller voir, c'est assez impressionnant. Pour en revenir à l'autre, pour faire un comparatif, cette arme là, la Negev, elle est beaucoup utilisée, mais malheureusement elle a un très fort recul. C'est pour ça qu'en général quand elle est sortie il y avait la M249 en même temps. Et la M249 est plutôt privilégiée par rapport à la Negev du fait de ses coups, des dégâts qu'elle fait et de sa précision qui est clairement meilleure. La Negev est clairement orientée sur les gros dégâts. C'est une arme très puissante qui peut facilement détruire un mur sans trop de problèmes avec ses balles, le transpercer. Mais elle a un énorme recul et ce qui fait qu'elle est
elle est pas non plus très conseillée par les armées. Et celle-là par contre a un clairement moins fort recul, et elle est faite en fait pour tirer quand même assez loin, parce que comme on peut le voir, il y a une lunette dessus sur cette arme, mais elle a une petite faible capacité de chargeur par contre celle-là. Mais elle est très petite, c'est ça qui est très impressionnant, elle est assez petite en soi, tout comme la Negev, je dirais même, il me semble qu'elle est même plus petite que la Negev, je vous dirai pas les dimensions, je les ai pas gardées. Elle remplace des armes, enfin elle remplace la Rheinmetall MG3, donc c'est des armes très récentes ça, donc je vais pas trop m'étendre parce que c'est assez compliqué, et moi-même j'ai pas compris, donc à ce niveau là, si vous voulez plus de détails, il faudra aller sur internet, parce que je ne dénigre pas mon travail, je ne sais juste que 2-3 choses, et j'essaye de les partager, mais ça va être très compliqué parce qu'il y a des choses très techniques que je ne peux pas dire. Enfin, absolument même je ne les comprends pas, donc je n'ai pas de science infuse. Alors, le tableau des sources et des affections donc, de l'îlot 5, donc si nous sommes l'îlot 5, je ne sais plus, il me semble. Donc, moi-même, Pierre Rectissier, je me suis occupé du montage, de la vidéo, de la recherche sur les armes et le diapo. Amine Scheuer a fait la biographie. Donc en théorie, la biographie, si elle l'a mis sur place, j'essaierai de lui rappeler, elle va être, elle est beaucoup plus complète que la mienne. Moi, j'ai essayé de passer vraiment en vue très du dessus. Charles Terrien a fait le croquis SketchUp et m'a beaucoup aidé pour la recherche des armes, parce que lui aussi a des connaissances là-dessus. L'inspiration première de cette vidéo vient des points culture. Donc là, j'ai mis le lien de la chaîne du créateur des points culture, qui est clairement par contre plus orienté sur l'humour, mais il y a quand même encore des points culture assez intéressants, c'est quand même très précis pour le coup. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez voir ce que c'est, je vous invite à aller voir sa dernière vidéo sur les tueurs en série. Mais ça a quand même beaucoup changé depuis le temps, donc le mieux pour voir à quoi ça ressemblait, pour voir à peu près de quoi je m'inspire, c'est d'aller voir les premières vidéos des points culture. Il y a une playlist sur sa chaîne, faut juste descendre. Malheureusement pour Margot Schnabel et Valentin Thiebaud-Pierre, je ne peux pas dire ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont rien fait pour le coup. J'en suis désolé, mais pour le coup je vais pas m'amuser à les couvrir, ils n'ont rien fait. Bon bah c'est tout, je crois que c'est fini.